Hop. Voilà. Ah. Salut et bienvenue chez Francês com Mama. Moi, c'est Marcella. Si tu es nouveau ou nouvelle sur la chaîne, enchantée. On fait quand même la bise? Allez. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo très spéciale parce qu'on a dépassé les 5000 abonnés et la chaîne est enfin devenue partenaire YouTube. Et pour vous remercier, j'ai décidé de faire une vidéo questions-réponses avec les questions que vous m'avez envoyées. Mais comme tu peux le voir, comme vous pouvez le voir, le décor est un peu différent aujourd'hui. Je suis dans un vrai château en Normandie où je vais vivre pendant un mois. Alors pour vous expliquer un peu le concept, ce château est un co-living pour digital nomades, c'est-à-dire des personnes comme moi qui travaillent à distance. Et comme on est dans un château, je me suis dit qu'on pouvait jouer le jeu jusqu'au bout. Donc aujourd'hui, je vais répondre à vos questions, mais il y a un détail. Je te montre dans une seconde. Comme ça, déguisée en comtesse. Ça va être drôle. Commençons. Alors, je voudrais commencer par la question de Sacha, qui est un abonné fidèle de la chaîne. Alors, Sacha me demande, Marcella, comment vas-tu? Alors déjà, Sacha, merci beaucoup pour ta question. Et surtout, merci pour ton soutien à la chaîne. Tu es là depuis longtemps, tu commentes souvent et ça me fait toujours très plaisir tes commentaires et tes messages. Alors pour répondre à ta question, je vais très bien. Je suis dans une période où j'écris beaucoup, je travaille beaucoup, j'ai plein de projets, donc c'est très bien. Je vis dans un château, donc ça va, je vais très bien. Allez, je vais répondre maintenant à la question de Priscilla. D'où vient ta passion pour la langue française? Alors, au début, tout a commencé par une histoire d'amour. Je suis tombée amoureuse d'un Français et pour pouvoir communiquer avec lui, j'ai dû faire beaucoup d'efforts. Mais petit à petit, le français est devenu une vraie passion pour moi. Et puis aujourd'hui, je peux même dire que ça fait partie de mon identité. J'ai étudié la langue pendant des années, j'ai vécu en France, j'ai enseigné, j'ai même cette chaîne-là, donc je peux dire que le français fait complètement partie de ma vie. D'ailleurs, je raconte mon histoire dans mon e-book 100% gratuit. Dans ce guide pratique, je te raconte mon expérience avec le français, les erreurs que j'ai faites et tu auras même des tableaux pour te guider dans ton apprentissage. Donc, si tu veux le télécharger, le lien est dans la description. Allez, je passe maintenant à la question de William Allen qui me dit je suis anglophone natif et je veux améliorer mon français et mon portugais en même temps. Comment apprendre deux langues à la fois? Comment est-ce qu'on doit partager le temps? Alors, je trouve que c'est une excellente question. Si tu apprends deux langues en même temps, il y a deux stratégies possibles. La première, étudier un peu des deux langues chaque jour. La seconde, fonctionner par bloc de temps. Par exemple, une semaine concentrée sur le français et la deuxième semaine concentrée sur le portugais. Personnellement, je recommande souvent la deuxième méthode parce que comme ça, ton cerveau reste immergé dans une seule langue pendant plusieurs jours. Ce qui, à mon avis, aide beaucoup à créer des automatismes. Mais c'est vrai que le plus important reste quand même la régularité. Il faut être régulier dans ton apprentissage. Et voilà. Moi, quand j'ai commencé en fait à apprendre le français, par exemple, je faisais de l'espagnol à l'université et c'est vrai que je partageais comme ça. Une semaine dédiée à l'espagnol et une semaine dédiée au français. Je pense vraiment que c'est la meilleure méthode parce que tu es immergé dans une seule langue pendant une semaine et ça te permet en fait de
de créer vraiment d'enraciner les structures, les sons et tout ça. Bon, les amis, alors là, franchement, la perruque commence à me gratter le crâne, donc c'est pas très pratique pour répondre à vos questions. Je vais l'enlever. Hein. Allez, je reviens en 2 minutes. A few moments later. Voilà, c'est quand même mieux comme ça. Allez, je continue. Alors, je passe maintenant à la question de Elcio de Souza. Elcio de Souza, Elcio de Souza. J'ai 68 ans et je débute en français. Je comprends bien, mais j'ai des difficultés à m'exprimer oralement. Ce n'est pas par timidité, mais plutôt parce que les idées ne viennent pas. Que faire? Alors Elcio, je pense que c'est un problème très courant, c'est pas que toi. Hein. Alors beaucoup d'apprenants arrivent à bien comprendre le français, mais quand il faut parler, le cerveau bloque. Alors la solution principale est assez simple, mais peut-être un peu contre-intuitive. Il faut écouter encore plus de français. Alors selon la méthode naturelle, il faut d'abord nourrir le cerveau avec beaucoup d'input. En fait, il faut d'abord écouter un maximum pour assimiler naturellement du vocabulaire, des structures de phrases, des sons, des expressions aussi. Autrement dit, il faut vraiment assimiler la langue avant de vouloir trop parler. En fait, au début, pendant les 3 à 6 mois, c'est comme si on était un bébé. Donc d'abord, il faut vraiment écouter, assimiler, assimiler, assimiler. Après, petit à petit, on commence à prononcer les mots. Mais au début, on assimile, on observe, on absorbe. Je sais que ça peut être un peu frustrant, mais il faut vraiment accepter cette étape de l'apprentissage. Quand ton cerveau aura suffisamment de structure, de vocabulaire, les phrases vont commencer à venir beaucoup plus naturellement. Parce que si le cerveau bloque, c'est peut-être parce que la langue n'est pas encore complètement assimilée. Alors, une autre technique qui m'a beaucoup aidée avec le français, c'est le shadowing. Si tu ne connais pas cette technique, c'est très simple. En fait, tu prends par exemple une vidéo d'un locuteur natif et tu répètes plusieurs fois les phrases qu'il dit jusqu'à ce que ton cerveau commence vraiment à assimiler de manière naturelle. C'est presque comme si tu étais un peu un perroquet. Hein. C'est horrible, mais voilà. Et je pense que l'avantage de cette technique, c'est qu'elle entraîne ton cerveau à produire des phrases de manière plus rapide. Et du coup, le jour où tu seras vraiment dans une situation de communication, les phrases, elles vont sortir naturellement. N'oublie pas, Elcio, que la fluidité vient avec le temps, avec la répétition, avec l'assimilation. Il faut pas sauter les étapes. Je sais, c'est frustrant des fois, mais c'est comme ça qu'on apprend. Prends ton temps. Je suis sûre que tu vas réussir. Allez. On passe maintenant à la question 5, la question de Flavia V. Comment apprendre les expressions du quotidien? Alors pour moi, la meilleure méthode est de consommer le français authentique. Il faut vraiment écouter des podcasts, regarder des films, écouter de la musique. Et puis, quand tu entends un mot que tu ne connais pas, tu le notes, mais dans une structure, dans une phrase. Parce que en fait, une langue ne se parle pas mot par mot, mais en bloc de mots. Donc quand tu apprends un nouveau mot, il faut l'apprendre dans une phrase et répéter plusieurs fois cette phrase. Comme ça, tu vas vraiment l'intégrer. Et petit à petit, ton cerveau va vraiment commencer à penser dans la langue cible. Question 6. Alors, c'est Pedro de la chaîne Language Pedro qui me demande qu'est-ce que tu veux faire avec ce projet long terme? Je trouve que c'est une très bonne question aussi. Pour l'instant, mon objectif, c'est vraiment de créer de plus en plus de ressources gratuites pour apprendre le français de manière naturelle. Mais dans le futur, je voudrais aussi proposer des programmes d'apprentissage plus complets pour que les apprenants
qui regardent ma chaîne puissent progresser davantage. D'ailleurs, j'en profite et je vous pose la question, est-ce que vous seriez intéressé par ce genre de programme ou de cours? Dites-le moi en commentaire. Votre avis m'intéresse beaucoup. Merci. Alors, Jazzy, il me pose la question, de quel état brésilien es-tu originaire? Si tu es vraiment brésilienne, parler aussi bien français est limite insolent, tellement je rame en portugais. Alors, Jazzy, merci pour ce compliment, c'est vraiment gentil, mais surtout, merci pour le don que tu as fait pour la chaîne. Même si aujourd'hui, je suis habillée comme ça, hein, en comtesse, la vérité, c'est que créer du contenu gratuit demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Alors, écriture, tournage, leçons, transcription, montage. Et donc, ce genre de gestes généreux, ça m'aide énormément. Et j'en profite aussi pour remercier, Michael ou Michael, je sais pas, désolée si je prononce pas bien, et aussi Guilherme. Merci beaucoup pour vos dons. Ça fait vraiment plaisir, ça m'aide énormément. Et pour répondre à ta question, Jazzy, je suis originaire de São Paulo, donc l'état de São Paulo au Brésil. Mais comme je le dis souvent, j'ai quand même un cœur français. Encore une question de Jazzy. Y a-t-il des mots d'origine française au Brésil? Oui, il y en a beaucoup. La culture française a eu une énorme influence au Brésil, surtout au 19e et au 20e siècle. À cette époque, c'est vrai que la culture française était considérée comme la langue de la culture et de l'élégance. Donc, les élites brésiliennes parlaient français. Du coup, plusieurs mots du français sont entrés dans le portugais brésilien. Mais bien sûr, on ne les prononce pas à la française. Par exemple, le mot abat-jour. Ça existe en portugais, mais c'est une lampe de chevet. Je crois que je vais vous montrer parce que je pense que ça va être plus simple à comprendre. En fait, attendez, ça en français c'est un abat-jour, ok, juste cette partie-là. Mais en portugais, tout ça c'est un abat-jour, ok. Donc une lampe de chevet. Alors que pour un français, ça c'est l'abat-jour et ça, l'objet, c'est une lampe, ok. En portugais, on a aussi le mot garçon, mais pareil, ça n'a pas le même sens qu'en français. En français, garçon, c'est un jeune homme, et en portugais, garçon, c'est un serveur, tout simplement. Après, on a aussi des mots comme croissant, on va prononcer comme ça, c'est pas croissant, on va prononcer croissant. On a aussi menu, on prononce menu, mais à nouveau, ça n'a pas vraiment le même sens. En portugais, menu, c'est une carte en fait dans un restaurant où il y a la liste des plats. On a aussi le mot maquillage qui vient de maquillage et le mot soutien qui vient de soutien-gorge. Il y a beaucoup de mots voilà, liés à la mode, liés à la cuisine, liés à la culture qui viennent du français. Mais voilà, on ne prononce pas de la même façon. Alors, Frédérico me demande de dire mes top 5 des mots les plus difficiles. Alors, des mots comme feuille, grenouille, écureuil, ce sont des mots que je trouve très difficiles de prononcer. Alors, le mot écureuil, d'ailleurs, a un son qui n'existe même pas en portugais, le son U. Et je trouve que c'est un son difficile de faire. Par exemple, un autre mot, c'est le mot rural. Je ne sais même pas si j'arrive à bien le prononcer. Rural. Rural. C'est très dur pour moi parce que là, on a un U, on a un R. C'est très compliqué. Hein. Et après, le mot cœur, par exemple. Ce son-là aussi, je trouve que c'est un son difficile, le son E. Donc, cœur, sœur. Mais j'ai appris une astuce. Il faut le prononcer en laissant vraiment la bouche un peu ouverte. Donc, cœur,
sœur. Je sais pas si je prononce bien, mais je pense que c'est plutôt pas mal. Allez, à nouveau. Cœur, sœur, heure, heure. Voilà, c'est le français. Alors, on passe à la question de Asti Pfeiffer. Dans quelle région de France les accents sont les plus difficiles à comprendre? Je ne pense pas qu'il existe vraiment des accents difficiles à comprendre. Je pense vraiment qu'il faut juste habituer son oreille. Alors c'est vrai que dans la majorité des écoles de langue, on apprend le français standard qui est souvent lié à l'accent parisien. Donc imaginons que tu viens vivre en France et que tu t'installes par exemple dans le sud, à Marseille ou à Toulouse. Je pense qu'au début, tu vas peut-être avoir un peu de mal à comprendre les gens, mais c'est tout à fait normal. Chaque région a son accent, ses expressions typiques, son rythme. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'avec le temps, ton oreille s'adapte. Plus tu écoutes les gens parler, plus tout devient naturel et compréhensible. On passe à la question de Belle. Le français du 19e siècle était-il très différent du français d'aujourd'hui? Très bonne question. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai écrit un mémoire sur la littérature française de la fin du 19e siècle. Donc je peux dire que la réponse est oui et non. La structure de la langue était déjà très proche du français moderne. Un francophone d'aujourd'hui peut lire la majorité des textes du 19e siècle sans trop de difficultés, mais il y avait quand même des expressions qui ont disparu aujourd'hui. Et bien sûr aussi quelques mots liés à la réalité de l'époque. Parce que il faut pas oublier que la langue évolue constamment. Des mots apparaissent, d'autres disparaissent. Parce que la société change aussi, les technologies, les habitudes, les objets du quotidien. Et c'est vraiment un phénomène qu'on observe dans toutes les langues. Même en portugais, on voit que c'est comme ça aussi. Mais si tu lis des auteurs comme Victor Hugo ou Balzac, tu vas te rendre compte que la structure de la langue reste quand même très proche du français moderne, mais il y aura bien sûr des expressions et des mots pour désigner des objets de l'époque et tout ça. Passons à la question de Marina Leite. Marina Leite. Elle me pose la question suivante. À Pâques, en France, est-ce vrai que ce sont les cloches qui apportent les œufs en chocolat? Alors oui, selon la tradition française, les cloches des églises partent à Rome le vendredi saint et elles reviennent le dimanche de Pâques en apportant les œufs au chocolat pour les enfants. Et d'ailleurs, j'en parle plus en détail dans un épisode de mon podcast. Si tu veux l'écouter, je laisserai le lien en barre d'infos. Et pour finir, la question de Mariana Matos. Mariana Matos, quelles sont les erreurs les plus fréquentes des Portugais en français? Les erreurs viennent souvent de la prononciation. Par exemple, la confusion entre le U et le OU, le E et le E. Ça, c'est classique. Quand on lit un mot en français, on va avoir tendance à prononcer toutes les lettres, alors qu'en français, il y a des lettres muettes. Un autre piège très fréquent, c'est les faux amis. Donc des mots qui se ressemblent en portugais et en français, mais qui n'ont pas vraiment le même sens. Par exemple, le mot actuellement. En français, actuellement, ça veut dire en ce moment. Si je dis par exemple, je suis actuellement dans une chambre, je suis en ce moment dans une chambre. Il faut faire aussi attention aux mots qui changent de genre, féminin et masculin. Par exemple, on va dire en français la voiture et o carro en portugais. Mais après, franchement, le français et le portugais restent quand même des langues très proches. Ce sont des langues qui viennent du latin. Et c'est pas très difficile pour un portugais ou pour un brésilien d'apprendre le français. Bon voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'a plu. Merci énormément pour toutes vos questions. Cette chaîne existe grâce à vous. J'aimerais aussi remercier l'équipe derrière Francês com Mar, parce que même si vous me voyez toute seule ici dans les vidéos,
il y a des personnes qui m'aident beaucoup. Alors Alvaro qui m'aide avec les montages, c'est le monteur. Donc à chaque fois que vous regardez des vidéos et que vous me dites que la qualité est super, c'est grâce à Alvaro. Et aussi Marie-Edouard, Madou, qui m'aide avec les glossaires, la transcription. Sans l'aide de ces deux personnes, je ne pourrais pas continuer. Voilà, c'est tout. On se retrouve très bientôt. Et d'ici là, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour les prochaines aventures. Allez, c'est dur la vie dans un château.